Je suis Clara, j'ai 32 ans, et je n'aurais jamais cru que ma propre famille me trahirait de la sorte. Pendant ce qui aurait dû être un agréable dîner de famille, j'ai accidentellement été témoin de quelque chose d'impensable. Ma mère et ma sœur, penchées sur des documents, s'entraînaient à imiter ma signature. Le fonds en fiducie que mon grand-père m'avait laissé était leur cible. Elles étaient loin de se douter que je suspectais leur stratagème depuis des mois. Ce qu'elles pensaient être leur moment de triomphe est devenu leur chute ultime. Si vous êtes curieux de savoir comment j'ai transformé leur trahison en ma victoire, restez pour découvrir toute l'histoire. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour suivre d'autres histoires de trahison familiale et de douce vengeance. La dynamique de ma famille a toujours été compliquée. J'ai perdu mon père d'une crise cardiaque soudaine quand j'avais seulement 15 ans. Sa mort a laissé ma mère, Linda, seule pour élever ma petite sœur, Amanda, et moi. Du moins, c'était la version qu'elle aimait entretenir. La réalité était bien plus complexe. Après la mort de papa, maman a changé. Le deuil l'a transformée en quelqu'un qui s'accrochait désespérément à Amanda, qui n'avait que 11 ans à l'époque. Peut-être voyait-elle plus de papa en ma sœur, avec ses cheveux foncés et ses yeux expressifs. Quelle que soit la raison, Amanda est rapidement devenue la favorite, recevant la part du lion de l'attention, de l'affection et du soutien financier. Je ressemblais davantage à mon grand-père paternel, Harold, plus que quiconque dans la famille, tant par l'apparence que par le tempérament. Nous partagions le même esprit analytique, la même approche prudente de l'argent et la même détermination tranquille. Grand-père était un millionnaire autodidacte qui avait bâti sa fortune à partir d'un petit atelier de réparation électronique pour en faire une entreprise florissante spécialisée dans les systèmes de sécurité. Il était strict, méthodique et avait des idées très précises sur la gestion de l'argent. Ma mère et mon grand-père Harold ne se sont jamais bien entendus. Même lorsque papa était en vie, il y avait des tensions constantes. Grand-père pensait que maman dépensait de manière trop frivole et s'inquiétait qu'elle enseigne les mêmes habitudes à Amanda. Leurs conflits n'ont fait que s'intensifier après la mort de papa. Lors des réunions de famille, je me retrouvais souvent à jouer les médiatrices entre eux, essayant d'adoucir les critiques de grand-père et de tempérer les réactions défensives de maman. Ta mère n'a aucune notion de la responsabilité financière, m'a dit un jour grand-père lors de l'un de nos déjeuners privés. Elle considère l'argent comme de l'eau qui coule d'un robinet inépuisable. Malgré les frictions familiales, grand-père et moi avons maintenu une relation proche. Nous nous retrouvions régulièrement pour déjeuner où il me racontait des histoires sur son parcours entrepreneurial et me donnait des conseils sur les investissements. Il a payé mes études universitaires lorsque j'ai décidé d'étudier la finance, fier que quelqu'un dans la famille suive ses traces. Tu comprends la valeur, Clara, disait-il. Pas seulement le prix des choses, mais leur véritable valeur. À l'âge de 30 ans, je m'étais établi dans une firme financière respectable, j'avais constitué un portefeuille d'investissement modeste mais croissant, et j'avais acheté mon propre appartement en copropriété. J'étais financièrement indépendante, ce dont grand-père me félicitait constamment, aux grandes dames de ma mère. Le parcours d'Amanda a pris une direction différente. Elle a changé plusieurs fois de filière universitaire, pour finalement abandonner complètement. Elle a essayé divers emplois, de la vente au détail à la restauration en passant par le métier d'influenceuse sur les réseaux sociaux, mais rien ne retenait son intérêt longtemps. À 28 ans, elle vivait toujours avec maman, contribuant de manière minimale aux dépenses et demandant fréquemment des prêts qui n'étaient jamais remboursés. Je suis en train de me chercher, était son refrain constant chaque fois que grand-père remettait en question ses choix de vie. Maman défendait Amanda avec acharnement. Tout le monde n'a pas besoin d'être un bourreau de travail pour réussir, lançait-elle à grand-père lors des dîners de famille. Amanda a une sensibilité artistique. Elle a besoin de temps pour explorer ses talents. Cette dynamique est restée relativement stable, bien que tendue, jusqu'à il y a environ 8 mois, lorsque j'ai commencé à remarquer des changements subtils. Maman a commencé à m'appeler plus souvent, me posant des questions sur mon travail, semblant véritablement intéressée par ma vie pour la première fois depuis des années. Amanda a commencé à m'envoyer des textos régulièrement, suggérant des sorties entre sœurs et m'envoyant de petits cadeaux attentionnés. Au début, j'étais touché. J'ai interprété leur attention comme un signe de croissance personnelle, peut-être déclenché par des inquiétudes concernant la santé déclinante de grand-père. On lui avait diagnostiqué des problèmes cardiaques et il était devenu de plus en plus fragile, bien que son esprit soit resté aussi vif que jamais. Puis est arrivé le premier signal d'alarme. Michael, mon ami qui travaillait à la banque où je gardais mes comptes principaux,
m'a appelé un soir. Clara, ce n'est peut-être rien, mais quelqu'un est venu poser des questions sur tes comptes aujourd'hui, dit-il, la voix prudente. Cette personne prétendait être ton conseiller financier. Je n'ai pas de conseiller financier, ai-je répondu, sentant une première pointe de malaise. C'est ce qui m'a paru étrange. Quand nous avons demandé une pièce d'identité, elle s'est énervée et est partie rapidement. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle te ressemblait beaucoup, mais en plus âgée. Ma mère. Ça devait être elle. Mais pourquoi se renseignerait-elle sur mes comptes? J'ai écarté cela comme un malentendu mais j'ai gardé l'incident dans un coin de ma tête. Avec le recul, j'aurais dû accorder plus d'attention à ce premier signal d'alarme. Mais parfois, quand il s'agit de la famille, nous voyons ce que nous voulons voir plutôt que ce qui est réellement sous nos yeux. Une semaine plus tard, Amanda m'a demandé si elle pouvait utiliser mon adresse pour une livraison. Le colis pourrait être cher, et tu sais comment sont les voisins dans l'immeuble de maman, a-t-elle expliqué. Des choses disparaissent tout le temps de la salle du courrier. J'ai accepté sans trop y penser. Lorsque le colis est arrivé, j'ai été surprise de constater qu'il contenait un scanner et une imprimante de haute qualité ainsi que des papiers spéciaux. Quand j'en ai parlé à Amanda, elle a rapidement trouvé une explication, disant que c'était du matériel pour un nouveau projet artistique. Les pièces du puzzle n'ont commencé à s'assembler que lorsque la santé de grand-père a pris une tournure dramatique. Soudain, maman et Amanda n'étaient plus seulement amicales, elles étaient pleines de sollicitude, prenant constamment de mes nouvelles, m'apportant des repas, proposant de m'aider pour les courses. Leurs préoccupations semblaient excessives, surtout que ce n'était pas moi qui étais malade. Elles s'inquiètent probablement juste pour Harold et essaient de te soutenir, a suggéré Michael quand j'ai mentionné leur comportement. Tu as toujours été la plus proche de lui. Mais quelque chose clochait. Je ne pouvais pas me défaire du sentiment que leur attention soudaine avait un motif caché, un que je ne pouvais pas encore discerner. Alors que l'état de grand-père se détériorait, leur comportement devenait de plus en plus étrange. Je les surprenais à chuchoter ensemble, pour se taire dès que j'approchais. Amanda a commencé à poser des questions anodines sur ma signature, prétendant qu'elle essayait de développer la sienne, plus professionnelle. La tienne est si distinctive, Clara, a-t-elle dit. Elle a du caractère, mais elle est toujours lisible. Comment l'as-tu développée? J'étais loin de me douter que ces questions apparemment innocentes préparaient le terrain pour une trahison que je n'aurais jamais pu imaginer de la part de ma propre famille. Grand-père Harold est décédé paisiblement dans son sommeil un mardi matin au début du printemps. Bien que je sache que sa santé déclinait, sa perte m'a durement frappé. Il avait été plus qu'un simple grand-père pour moi. Il avait été un mentor, un confident, et à bien des égards, une figure paternelle après la mort de papa. Les funérailles ont eu lieu en petit comité, exactement comme grand-père l'aurait souhaité. Il n'a jamais beaucoup apprécié les démonstrations ostentatoires, préférant la substance au spectacle dans tous les aspects de la vie. Maman et Amanda étaient vêtues de noir de circonstance, leurs expressions convenablement solennelles, bien que j'ai remarqué qu'elles semblaient étrangement tendues plutôt qu'accablées par le chagrin. 3 jours après les funérailles, Thomas, l'avocat de la famille, a appelé pour fixer la lecture du testament. Harold a laissé des instructions spécifiques, a-t-il expliqué. Il voulait que la lecture du testament ait lieu dans son bureau à domicile, avec tous les membres de la famille présents. Le jour convenu, maman, Amanda et moi nous sommes réunis dans le bureau lambrissé de grand-père. La pièce sentait encore le tabac de sa pipe et les livres reliés en cuir. Je pouvais presque sentir sa présence alors que nous prenions place en face de Thomas. L'avocat s'est éclairci la gorge et a commencé à lire le document. Les premières dispositions étaient classiques, détaillant de petits legs à des employés de longue date et des dons à des œuvres de charité. Puis est venue la révélation choc. À ma petite fille Clara, je lègue la majorité de ma succession, qui sera détenue dans un fonds en fiducie aux conditions suivantes. J'ai senti le sang quitter mon visage alors que Thomas continuait sa lecture. Grand-père m'avait laissé environ 80% de sa fortune considérable, placée dans une fiducie que je contrôlerais. Les 20% restants étaient répartis entre maman et Amanda, mais avec une stipulation cruciale, je servirais également de fiduciaire pour leur part. De plus, lut Thomas, sa voix stable malgré la tension qui emplissait la pièce, je nomme Clara exécutrice de ma succession et fiduciaire principale pour tous les versements à Linda et Amanda, avec un pouvoir discrétionnaire total sur le moment et le montant des dits versements. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je fixais Thomas, certaine d'avoir mal entendu. Non seulement grand-père m'avait laissé la majeure partie de sa fortune,
mais il m'avait également rendu responsable du contrôle de l'héritage de maman et Amanda. C'était un arrangement pratiquement conçu pour créer des conflits. Maman a été la première à rompre le silence, sa voix tremblant d'une fureur à peine contenue. Cela ne peut pas être légal. Harold ne peut pas nous contrôler depuis sa tombe comme ça. Thomas a ajusté ses lunettes. Je vous assure, Madame Lawson, que le testament est parfaitement légal. Monsieur Lawson était sain d'esprit lorsqu'il a rédigé ses dispositions, et ses intentions étaient claires. Amanda a éclaté en sanglots. Pas les larmes calmes et dignes du deuil, mais des sanglots de colère et d'accusation. Tu l'as manipulé, m'a-t-elle craché au visage. Tu as toujours été sa préférée, toujours à lui murmurer à l'oreille, à le monter contre nous. Ce n'est pas vrai, ai-je protesté, encore sous le choc de la révélation moi-même. Je n'avais aucune idée qu'il prévoyait ça. Menteuse, a sifflé maman. Tu as comploté ça depuis le début. Le pauvre vieil homme ne comprenait probablement même pas ce qu'il signait. Thomas est intervenu fermement. Monsieur Lawson a subi une évaluation psychiatrique complète avant de finaliser son testament. La documentation est incluse dans les papiers. Il ne peut y avoir aucun doute sur sa compétence mentale ou sa compréhension. La réunion a dégénéré à partir de là. Maman a exigé de voir d'autres avocats, a menacé de contester le testament et d'intenter des poursuites. Amanda alternait entre des accusations larmoyantes et un silence glacial. Pendant tout ce temps, je suis restée assise, abasourdie, essayant de comprendre pourquoi grand-père avait placé sur mes épaules une responsabilité aussi énorme et une source potentielle de conflit familial. Après que tout le monde soit parti, Thomas m'a demandé de rester. Il y a encore une chose, dit-il en sortant une enveloppe de sa mallette. Harold m'a demandé de vous donner ceci en privé. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de grand-père. Chère Clara, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Ne sois pas triste trop longtemps. J'ai eu une vie bien remplie. Tu dois être choqué par mes décisions concernant la succession. Laisse-moi t'expliquer. Je t'ai vu grandir et devenir une femme responsable et sensée, avec une bonne compréhension de la finance et de la valeur. J'ai également vu ta mère et ta sœur faire constamment de mauvais choix financiers tout au long de leur vie. Je n'essaie pas de les punir, mais de les protéger d'elles-mêmes. L'arrangement de la fiducie leur offre une sécurité tout en les empêchant de gaspiller leur héritage. Je te fais confiance pour être juste mais ferme. Sois prévenu, Linda et Amanda pourraient t'en vouloir pour cet arrangement. Elles pourraient même essayer de le contourner. Reste vigilante. Avec mon amour et ma confiance, grand-père. La lettre expliquait son raisonnement mais ne faisait pas grand-chose pour alléger le poids de la responsabilité que je ressentais désormais. Comment pourrais-je gérer cela sans détruire ce qui restait de nos relations familiales? Dans les jours qui ont suivi, notre maison est devenue un champ de bataille. Maman refusait de me parler directement, communiquant uniquement par des notes pleines de colère ou en utilisant Amanda comme messagère. Amanda oscillait entre des supplications larmoyantes pour que je règle ça, et des accusations froides sur ma véritable nature. Pour tenter de tendre un rameau d'olivier, j'ai organisé une autre réunion en présence de Thomas. Je veux discuter d'un arrangement plus équitable, ai-je commencé. Je n'ai jamais voulu que cela nous sépare. Alors, tu vas dissoudre la fiducie, a demandé maman, un espoir éclairant brièvement ses traits. Je ne peux pas faire ça légalement, ai-je expliqué. Mais je peux établir des versements plus généreux et réguliers que ce que grand-père aurait pu prévoir. Nous pouvons créer une structure qui vous donne à toutes les deux plus d'autonomie. C'était une offre sincère, mais je pouvais voir à leurs expressions que ce n'était pas suffisant. Elles voulaient le contrôle, pas des concessions. Comme c'est magnanime de ta part, a dit maman amèrement, de jouer à la grande dame généreuse avec notre argent. Ce n'est pas votre argent, a doucement interjeté Thomas. Selon les documents légaux, ce sont les termes du testament d'Harold. La réunion s'est terminée sur une trêve fragile. Maman et Amanda ont accepté mon calendrier de versement proposé, qui était bien plus généreux que ce que grand-père avait suggéré dans ses notes privées pour moi. J'espérais que ce serait le début d'un processus de guérison. Pendant quelques semaines, cela a semblé fonctionner. L'hostilité ouverte s'est apaisée, remplacée par une politesse forcée. Maman a recommencé à m'inviter pour les dîners du dimanche. Amanda a suggéré des virées shopping, comme nous avions l'habitude de le faire avant que tout cela n'arrive. Je voulais tellement croire que nous étions en train de redevenir une famille que j'ai ignoré les conversations chuchotées occasionnelles qui cessaient dès que j'entrais dans une pièce,
Les regards furtifs qu'elles échangeaient au dîner, la façon dont Amanda s'est soudainement intéressée à mon emploi du temps et à ma routine. Puis est venue l'alerte de Thomas. Clara, je me sens professionnellement obligé de te dire que ta mère a consulté un autre avocat au sujet de la fiducie, m'a-t-il dit lors de notre réunion de suivi mensuelle. Un collègue m'en a parlé. Elles explorent des options pour contester l'arrangement. Sur quelle base, ai-je demandé, le cœur serré. Probablement pour influence indue ou capacité diminuée. Des approches standards pour contester un testament, bien qu'elles aient très peu de chances de succès étant donné les précautions prises par Harold. Je l'ai remercié pour l'information, mais ses implications pesaient lourdement sur moi. Malgré mes tentatives de générosité, maman et Amanda travaillaient toujours à saper les volontés de grand-père et, par extension, ma position de fiduciaire. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me demandais sans cesse ce que grand-père avait vu qu'il avait rendu si certain que cet arrangement était nécessaire. Avait-il su quelque chose sur maman et Amanda que j'avais été trop aveugle pour voir? La question inconfortable tournait en boucle dans mon esprit, jusqu'où irait-elle pour obtenir ce qu'elle croyait mériter? J'étais sur le point de le découvrir, et la réponse allait changer tout ce que je pensais savoir sur ma famille. L'avertissement de Thomas m'a rendu plus observatrice du comportement de maman et d'Amanda. Ce que j'avais auparavant écarté comme une coïncidence ou une réaction excessive de ma part prenait maintenant une nouvelle signification, comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent. J'ai commencé à remarquer des schémas qui peignaient un tableau troublant. D'abord, il y a eu les mystérieux déjeuners entre filles, que maman et Amanda ont commencé à avoir 2 fois par semaine. Quand je demandais nonchalamment si je pouvais me joindre à elles, elles avaient toujours une excuse toute prête pour expliquer pourquoi ce jour-là ne convenait pas. Ce ne sont que des trucs ennuyeux, Clara. Tu t'ennuierais à mourir, disait Amanda d'un geste dédaigneux. Juste un moment de rattrapage mère-fille, ajoutait maman avec un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. Puis j'ai remarqué que des documents manquaient dans mon bureau à la maison. Rien de critique dans l'immédiat, mais des papiers liés à la fiducie que j'avais ramenés pour les examiner disparaissaient, pour réapparaître quelques jours plus tard, légèrement déplacés. Quand j'en ai parlé, Amanda a suggéré que je travaillais trop et que je devenais oublieuse. Tu devrais vraiment prendre des vacances, sœurette. Toute cette responsabilité te rend paranoïaque. L'incident le plus préoccupant s'est produit lorsque je suis rentré à la maison de manière inattendue un après-midi, ayant oublié des dossiers dont j'avais besoin pour une réunion. J'ai entendu des voix dans mon bureau et je me suis arrêté dans le couloir, confuse car je vivais seul et n'avais certainement donné à personne la permission d'entrer dans mon appartement. Il faut que ce soit plus fluide, comme le sien, ai-je entendu ma mère dire. La façon dont elle relie le COL est distinctive. Je suis apparu dans l'embrasure de la porte pour trouver maman et Amanda assises à mon bureau, s'entraînant à faire ce qui semblait être des signatures sur un bloc-notes. Elles ont sursauté en me voyant, Amanda renversant une tasse de café dans sa surprise. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je demandé, ma voix étrangement calme malgré les sirènes d'alarme qui retentissaient dans ma tête. « Oh, nous voulions te surprendre avec un déjeuner », a rapidement répliqué maman. Amanda était juste en train de me laisser un mot puisque tu n'étais pas à la maison. Un mot qui nécessitait de s'entraîner à faire ma signature, ai-je demandé d'un ton accusateur. Amanda a ri, bien que cela sonnât forcé. Ne sois pas ridicule. Je montrai à maman ma nouvelle signature pour mes cartes de visite professionnelles. Je voulais quelque chose de distinctif comme la tienne. J'ai fait semblant d'accepter leur explication, mais l'incident m'a laissé profondément troublé. Ce soir-là, j'ai examiné le bloc-notes qu'elles avaient utilisé, le tenant en biais pour voir les empreintes laissées sur les pages inférieures. Là, à peine visible, se trouvaient de multiples tentatives de copie de ma signature. Le signal d'alarme suivant est venu d'une source inattendue. J'ai reçu un appel d'une banque que j'utilisais rarement, où je détenais un petit compte courant principalement pour des paiements automatiques. Mademoiselle Lawson, nous voulions vérifier une récente demande de changement d'adresse sur votre compte, a dit le représentant. Je n'ai fait aucune demande de changement d'adresse, ai-je répondu, l'estomac noué. Quelqu'un s'est présenté à notre succursale hier avec une pièce d'identité appropriée et des documents signés. L'adresse a été changée au 1452 Oakwood Drive. Nous appelons dans le cadre de notre processus de vérification de sécurité. Le 1452 Oakwood Drive était l'adresse de ma mère. S'il vous plaît, annulez ce changement immédiatement, ai-je ordonné, et signalez mon compte pour des tentatives de fraude potentielle. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans un silence stupéfait, digérant ce que cela signifiait.
La seule conclusion était aussi claire que douloureuse, ma mère et ma sœur tentaient activement d'accéder à mes comptes, prévoyant probablement de détourner des fonds de la fiducie. Cette nuit-là, j'ai pris une décision difficile. Je commencerai à surveiller secrètement leurs activités pour comprendre toute l'étendue de ce à quoi j'avais affaire. C'était terrible d'espionner ma propre famille, mais leurs actions ne m'avaient laissé aucun choix. J'ai commencé par configurer des alertes sur tous mes comptes et par installer une petite caméra de sécurité dans mon bureau, déguisée dans une plante en pot. J'ai également créé une adresse électronique distincte et me suis inscrite à un service de stockage en nuage sécurisé où je pourrais documenter tout ce que je découvrais. En une semaine, les preuves ont commencé à s'accumuler. La caméra a surpris Amanda entrant dans mon bureau quand j'étais au travail, photographiant des documents et fouillant mon bureau. J'ai découvert des courriels sur la tablette de maman, qu'elle m'avait demandé de réparer, révélant une correspondance avec un avocat spécialisé dans la contestation des testaments et des fiducies, différent de celui mentionné par Thomas. Le plus accablant était ce que j'ai trouvé sur l'ordinateur portable d'Amanda quand elle l'a laissé ouvert lors d'un dîner de famille. Elle s'était entraînée non seulement à faire ma signature, mais aussi à créer de faux documents entiers avec des autorisations falsifiées. Il y avait des modèles de demande de virement bancaire, des formulaires de versement de la fiducie, et même une ébauche d'une lettre prétendument de moi autorisant des changements dans la gestion de la fiducie. Je n'arrive pas à croire qu'elles iraient aussi loin, ai-je confié à Michael lors d'un de nos cafés habituels. On parle de fraude potentiellement criminelle, contre un membre de leur propre famille. Les gens font des choses folles quand de grosses sommes d'argent sont en jeu, a-t-il répondu sombrement. Même la famille. Parfois, surtout la famille. Alors que les preuves s'accumulaient, j'ai commencé à faire des recherches sur les implications légales de ce qu'elle tentait de faire. Usurpation d'identité, falsification, fraude par virement bancaire, c'étaient des crimes graves avec des peines importantes. Mais l'idée de voir ma mère et ma sœur faire face à des accusations criminelles me rendait physiquement malade. J'avais besoin de conseils d'experts sur la façon de me protéger sans nécessairement les détruire au passage. C'est ce qui m'a amené à consulter Jessica Martin, une avocate spécialisée dans les litiges de fiducie et la fraude financière. Contrairement à Thomas, qui connaissait notre famille depuis des années, Jessica pouvait offrir une perspective totalement objective. Lors de notre première rencontre, j'ai exposé tout ce que j'avais découvert. Jessica a écouté attentivement, posant parfois des questions pour clarifier, son expression restant professionnelle mais sympathique. D'après ce que vous m'avez montré, elle se prépare clairement à commettre une fraude, a-t-elle confirmé quand j'ai eu fini. La question est de savoir si elles ont déjà tenté d'accéder à des comptes ou si c'est encore au stade de la planification. Pour autant que je sache, elles n'ont réussi qu'à changer une adresse sur un compte mineur, ai-je répondu. Mais je crois qu'elles préparent quelque chose de plus grand. Alors nous avons encore le temps de mettre en place des mesures de protection, a dit Jessica, et de décider exactement comment vous voulez gérer cela quand, et non si, elles passeront à l'action. En quittant le bureau de Jessica, un texto d'Amanda est apparu sur mon téléphone. Organisation d'un dîner de famille spécial vendredi prochain. Nouvelles importantes à partager. S'il te plaît, viens. Je t'aime, sœurette. J'ai répondu par l'affirmative, me demandant quelles nouvelles importantes m'attendaient et soupçonnant que je le savais déjà. Toutes les pièces se mettaient en place, pointant vers une tentative imminente d'accéder au fond de la fiducie. Ce que ma mère et ma sœur ne réalisaient pas, c'est que je n'étais plus la cible sans méfiance qu'elles croyaient que j'étais. La partie était en train de changer, et j'étais prête à protéger ce que grand-père m'avait confié, même si cela signifiait affronter la douloureuse vérité sur ma famille. Avec les conseils de Jessica, j'ai commencé à élaborer un plan complet pour protéger la fiducie et mes biens personnels. Nous avons commencé par un audit de sécurité approfondi de tous les comptes liés à la succession. La première priorité est de tout sécuriser, a conseillé Jessica lors de notre session de stratégie. Nous devons rendre impossible la réalisation de transactions non autorisées. J'ai passé un week-end entier à changer les mots de passe, à mettre en place l'authentification à 2 facteurs et à placer des blocages de sécurité supplémentaires sur les principaux comptes de la fiducie. Jessica m'a également aidé à rédiger des lettres officielles à toutes les institutions financières impliquées dans la fiducie, stipulant explicitement que tout changement ou retrait nécessiterait une vérification en personne avec des protocoles d'identification spécifiques. Et si on créait un leurre, ai-je suggéré, me souvenant de quelque chose que grand-père m'avait dit un jour sur les systèmes de sécurité. Leur donner une cible qui semble vulnérable mais qui ne l'est pas. Jessica s'est penchée en avant, intriguée. À quoi pensez-vous exactement ?
Nous créons des comptes qui semblent contenir des actifs importants de la fiducie mais qui ne détiennent en réalité que des montants minimes. Nous rendons ces comptes apparemment accessibles avec la bonne documentation, tandis que les vrais actifs sont sécurisés ailleurs. Un piège à miel, a acquiescé Jessica avec approbation. C'est peu orthodoxe dans la gestion de fiducie, mais étant donné les circonstances, cela pourrait être efficace. Cela générerait également des preuves claires de tentatives de fraude si elles mordent à l'hameçon. La semaine suivante, j'ai travaillé avec Jessica et un conseiller financier de confiance pour créer une trace écrite convaincante pour ces comptes-leurs. Nous avons transféré la plupart des actifs réels de la fiducie vers de nouveaux comptes hautement sécurisés sous des numéros de référence différents, laissant les comptes d'origine avec des soldes nominaux de seulement $1 chacun. Cependant, toute la documentation visible par des tiers, y compris les relevés mensuels, montrerait les soldes complets attendus. Plus important encore, nous avons mis en place des systèmes d'alerte sophistiqués. Toute tentative d'accès à ces comptes leur déclencherait des notifications immédiates à moi, à Jessica et au service de lutte contre la fraude de la banque. Est-ce que cela tiendra légalement, ai-je demandé à Jessica alors que nous finalisions les arrangements. Je ne veux pas être accusé de mauvaise gestion de la fiducie. Vous remplissez votre obligation fiduciaire de protéger les actifs, m'a-t-elle assuré. Nous avons des preuves documentées de tentatives de fraude potentielle. Vos actions sont à la fois prudentes et justifiées. Avec les aspects techniques de ma défense en place, je faisais face à un défi plus personnel, gérer le bilan émotionnel de cette situation. Le fait de savoir que ma propre mère et ma sœur complotaient contre moi avait créé une douleur creuse dans ma poitrine qui ne semblait jamais s'apaiser. J'ai contacté le docteur Rachel Harper, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux. Pendant nos séances, j'ai eu du mal à articuler les émotions complexes qui tourbillonnaient en moi. J'ai l'impression de les trahir en me préparant à leur trahison, ai-je admis lors d'une séance particulièrement difficile. Comme si c'était moi qui faisais quelque chose de mal en me protégeant. C'est une réaction courante dans des situations familiales comme la vôtre, a expliqué le docteur Harper. Nous sommes conditionnés à faire confiance et à protéger les membres de notre famille. Lorsque cette confiance est violée, notre instinct est souvent de nous blâmer plutôt que d'accepter que ceux que nous aimons sont capables de nous faire du mal. Une partie de moi veut encore croire qu'il y a une explication, un malentendu. C'est naturel aussi. Mais d'après les preuves que vous avez décrites, il est important de reconnaître la réalité tout en décidant comment vous voulez y répondre. Grâce à ces séances, j'ai progressivement accepté que me protéger n'était pas un acte de déloyauté familiale, mais une nécessité de survie. Je pouvais toujours aimer ma mère et ma sœur tout en reconnaissant que leurs actions étaient mauvaises et en prenant des mesures pour prévenir les dommages. Pendant ce temps, maman et Amanda continuaient leur simulacre de réconciliation familiale. Amanda appelait presque tous les jours, me posant des questions sur mon emploi du temps, suggérant des activités familiales à des moments suspects qui laisseraient ma maison vide, et s'informant nonchalamment des versements de la fiducie. Je pensais ouvrir une petite boutique, a-t-elle mentionné lors d'un appel. Rien de chic, juste une petite boutique pour que les artistes locaux puissent vendre leurs œuvres. Est-ce que la fiducie couvrirait quelque chose comme ça? Il faudrait discuter du plan d'affaires et des coûts prévus, ai-je répondu, en gardant un ton neutre malgré le fait que je savais que c'était probablement une autre ruse. D'accord, bien sûr. Peut-être qu'on pourra en parler au dîner de vendredi. Maman prépare ton rôti de bœuf préféré. J'ai accepté, ajoutant mentalement cela à la liste croissante de comportements suspects. Une demande de projet d'entreprise serait la couverture parfaite pour tenter d'accéder à des fonds plus importants de la fiducie. La dernière pièce de ma stratégie défensive est venue d'une source inattendue. En déjeunant avec Michael, j'ai mentionné le prochain dîner de famille et mes soupçons sur leurs intentions. Tu as besoin de preuves vidéo, a-t-il dit immédiatement. Si elles essaient quelque chose, tu voudras une preuve au-delà de ta parole contre la leur. Il m'a aidé à choisir un petit système de caméra de haute qualité qui serait pratiquement indétectable. J'ai installé un appareil dans mon bureau, où je gardais les copies papier des documents de la fiducie, et un autre dans la salle à manger, où les discussions familiales avaient généralement lieu. Le jeudi précédant le dîner, j'ai préparé mon piège final. J'ai créé un dossier détaillé intitulé « Protocole d'accès au compte principal de la fiducie », contenant des informations sur les comptes leurs, y compris les numéros de compte, les réponses aux questions de sécurité et ce qui semblait être des procédures d'accès simplifiées. J'ai placé ce dossier bien en vue dans le tiroir de mon bureau, non verrouillé, mais pas immédiatement visible. L'appât parfait pour quelqu'un qui fouine. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Le poids de ce que je faisais,
c'est-à-dire tendre un piège à ma propre famille pour exposer leurs intentions frauduleuses, me semblait presque insupportable. Pourtant, chaque fois que le doute s'insinuait, je me rappelais les preuves que j'avais déjà recueillies et l'avertissement de grand-père de rester vigilante. Au lever du jour, le vendredi, j'ai reçu un texto d'Amanda. Tellement excitée pour le dîner de ce soir. Maman a préparé toute la journée. Sois là à 18h. J'ai répondu par un texto de confirmation, puis j'ai appelé Jessica pour passer en revue nos plans d'urgence une dernière fois. Rappelle-toi, quoi qu'il arrive ce soir, ne les affronte pas seul, m'a-t-elle mise en garde. Documente tout, mais attends de prendre des mesures jusqu'à ce que nous nous soyons consultés. Et si elles font quelque chose qui nécessite une intervention immédiate, ai-je demandé. Les alertes sont en place. Même si elles obtiennent d'une manière ou d'une autre des informations d'accès, elles ne peuvent pas réellement transférer de fonds importants. Le plus important est ta sécurité, à la fois physique et émotionnelle. Alors que je me préparais à partir pour le dîner, j'ai regardé une photo de famille sur ma cheminée, prise il y a des années quand papa était encore en vie. Nous avions tous l'air si heureux, si unis. Cette famille avait-elle vraiment existé? Ou avais-je été aveugle aux lignes de faille qui avaient toujours couru sous la surface? J'ai soigneusement placé mon téléphone dans mon sac à main, m'assurant que sa batterie était complètement chargée et que l'application d'enregistrement était facilement accessible. Quoi qu'il arrive ce soir, cela mettrait enfin un terme à ce chapitre douloureux, d'une manière ou d'une autre. Avec une profonde inspiration, j'ai verrouillé ma porte et je me suis dirigé vers ma voiture, prête à affronter n'importe quelle version de ma famille qui m'attendait au dîner. Je suis arrivé chez maman à 18h précise, avec une bouteille de pinot noir, son préféré. La familière maison coloniale en briques avait l'air chaleureuse et accueillante dans la lumière du début de soirée, démentant la tension que je savais m'attendre à l'intérieur. Pendant un instant, je suis resté assise dans ma voiture, rassemblant ma détermination. J'ai activé l'application d'enregistrement sur mon téléphone, l'ai glissé dans ma poche et me suis approché de la porte d'entrée. Amanda a répondu à ma sonnette avec une étreinte enthousiaste qui semblait répéter. Clara. Pile à l'heure, comme toujours. Son sourire était large mais n'atteignait pas tout à fait ses yeux, qui se sont promenés derrière moi pour vérifier si quelqu'un m'accompagnait. Je viens directement du travail, ai-je expliqué en lui tendant le vin. Ça sent incroyablement bon ici. La maison était remplie de l'arôme riche du rôti de bœuf, de l'ail et du romarin, une odeur réconfortante qui a déclenché des souvenirs de dîners de famille plus heureux. Maman est sortie de la cuisine en tablier, les mains légèrement enfarinées. Voilà ma fille, a-t-elle dit en m'embrassant chaleureusement. Ce terme d'affection semblait étrange, presque discordant compte tenu de la froideur qui avait caractérisé nos récentes interactions. Le dîner est presque prêt. Amanda, pourquoi ne sers-tu pas un verre de vin à ta sœur? La salle à manger était dressée avec la belle porcelaine, des verres à vin en cristal et de l'argenterie polie, un niveau de formalité habituellement réservé aux vacances ou aux occasions spéciales. Un petit vase de fleurs fraîches servait de centre de table, et une musique classique douce jouait en fond sonore. Tout dans la scène semblait calculé pour créer une atmosphère de chaleur et de célébration. Quelle est l'occasion spéciale, ai-je demandé alors qu'Amanda me tendait un verre de vin généreusement rempli. Une famille a-t-elle besoin d'une occasion spéciale, a répondu maman avec un léger rire. J'ai juste pensé que ce serait bien d'avoir un vrai dîner ensemble après tout ce que nous avons traversé. Nous avons toutes les trois engagé une conversation prudente alors que maman apportait la nourriture, rôti de bœuf avec des légumes, petit pain fait maison et une salade verte. La conversation est restée superficiellement agréable, axée sur des sujets comme les nouvelles du quartier et le temps exceptionnellement doux que nous avions eu. Tout au long du repas, j'ai remarqué que maman et Amanda échangeaient des regards, une sorte de communication silencieuse passant entre elles. Amanda semblait nerveuse, vérifiant à plusieurs reprises son téléphone et tripotant sa serviette. Maman, en revanche, était presque trop calme, comme si elle suivait un script mental. Alors, Clara, a dit maman en servant le dessert, une tarte aux pommes maison, comment ça va au travail? Ce grand projet dont tu as parlé doit bien t'occuper. C'est intense, ai-je répondu honnêtement. Je suis resté tard la plupart des soirs cette semaine. Tu travailles trop, est intervenue Amanda. Tu devrais prendre un peu de repos. Peut-être des vacances. En fait, j'y ai pensé, ai-je dit, observant attentivement leur réaction. Je pourrais prendre quelques jours la semaine prochaine pour rattraper quelques affaires personnelles. La semaine prochaine, a demandé maman, une lueur d'intérêt traversant son visage. Des jours spécifiques?
probablement du mercredi au vendredi. J'ai besoin de passer en revue certains documents de la fiducie et de rattraper la paperasse à la maison. Un autre regard significatif a été échangé entre elles. Le téléphone d'Amanda a vibré, et elle y a jeté un coup d'œil rapide avant de s'excuser. « Désolée, pause toilette », a-t-elle dit en se dirigeant vers le couloir, mais j'ai remarqué qu'elle se dirigeait vers la chambre d'amis, pas la salle de bain. Maman s'est immédiatement lancée dans une histoire sur son club de jardinage, parlant un peu plus fort que nécessaire, essayant clairement de retenir mon attention. J'ai hoché la tête et souri aux moments appropriés tout en tendant l'oreille pour entendre tout mouvement de l'autre côté de la maison. Après plusieurs minutes, mon téléphone a vibré dans ma poche. Le schéma distinct que j'avais défini pour les alertes de sécurité. Quelqu'un avait accédé à mon bureau à domicile. Le détecteur de mouvement avait été déclenché. Pile au bon moment, mon téléphone a sonné, un appel que j'avais programmé avec Michael pour fournir une excuse plausible pour m'éloigner. « Désolé, maman. Je dois prendre cet appel. C'est le travail, ai-je dit en me levant. Elle a hoché la tête, un soulagement mal dissimulé envahissant son visage. Je suis allé sur le porche avant pour plus d'intimité, faisant semblant d'avoir une conversation importante tout en vérifiant rapidement l'application de sécurité sur mon téléphone. Le flux de la caméra montrait mon bureau vide, mais le tiroir du bureau où j'avais placé le dossier APA était partiellement ouvert. Quand je suis retourné dans la salle à manger, Amanda était de retour, l'air légèrement rouge mais satisfaite. Maman servait le café avec une énergie renouvelée. « Tout va bien au travail ?» a-t-elle demandé avec sollicitude. « Juste un problème mineur », ai-je répondu. « Rien qui ne puisse attendre jusqu'à lundi. »« Bien », a dit maman en me tapotant la main. « Le temps en famille est important. » En parlant d'affaires de famille, a interjeté Amanda, sa voix plus aiguë que la normale, je voulais partager ma grande nouvelle. J'ai été accepté dans un programme de gestion d'entreprise, à temps partiel, pour que je puisse continuer à travailler. C'est merveilleux, ai-je répondu sincèrement, me demandant si c'était l'histoire de couverture pour ce qu'elles avaient prévu avec les fonds de la fiducie. C'est assez cher, a-t-elle poursuivi, sans me regarder dans les yeux. Mais je pense que c'est un bon investissement pour mon avenir. Absolument, a acquiescé maman avec enthousiasme. L'éducation vaut toujours le coup. L'implication flottait dans l'air, non dite mais claire, elle s'attendait à ce que la fiducie paie pour ce supposé programme. J'aimerais beaucoup voir les détails du programme, ai-je offert. Peut-être que nous pouvons examiner les options de versement de la fiducie pour les frais de scolarité. J'ai toutes les informations dans ma chambre, a dit Amanda rapidement. Laisse-moi aller les chercher pour toi. Alors qu'elle quittait la pièce, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois avec un texto de Jessica, alerte de la banque. Tentative d'accès au compte leur numéro 3. Appelle-moi dès que possible. À ce moment, le téléphone fixe de maman a sonné. Elle a répondu dans la cuisine, sa voix baissant à un murmure que je ne pouvais pas tout à fait distinguer. Quand elle est revenue, son expression avait subtilement changé, un mélange d'anticipation et de nervosité. Clara chérie, pendant qu'Amanda va chercher ses papiers, je voulais te demander s'il était possible de refinancer mon hypothèque. Les documents de la fiducie mentionnaient quelque chose sur les dépenses de logement, et avec les taux d'intérêt si bas en ce moment. Elle gagnait du temps, créant des distractions pendant que quelque chose d'autre se passait. La deuxième alerte de sécurité avait probablement été déclenchée par quelqu'un utilisant les informations de mon dossier APA pour tenter d'accéder au compte leur. Avant que je puisse répondre, Amanda est revenue en trompe dans la pièce, tenant un dossier et ayant l'air inhabituellement professionnel. J'ai les détails du programme ici, et j'ai pris la liberté de rédiger une demande de versement basée sur les termes de la fiducie. J'ai pensé que cela pourrait te faire gagner du temps si nous commencions les formalités ce soir. J'ai accepté le dossier, l'ouvrant pour trouver non seulement des informations sur un programme d'affaires réel, mais aussi un formulaire de versement rempli avec une contrefaçon étonnamment précise de ma signature déjà en place. Cela semble très complet, ai-je dit calmement, bien que mon cœur batte la chamade. Tu l'as même déjà signé pour moi. Un moment de silence tendu a rempli la pièce alors que mes mots flottaient dans l'air. Le visage d'Amanda s'est figé, et la tasse de café de maman a légèrement cliqueté contre sa soucoupe. Oh, ça, a ri nerveusement Amanda. Je montrais juste à quoi cela ressemblerait une fois rempli. Évidemment, tu devras le signer toi-même. Bien sûr, ai-je souri, en gardant mon sang-froid. Laisse-moi emporter ça à la maison pour l'examiner correctement.
Je devrais vérifier par rapport aux dispositions de la fiducie. En fait, a interjeté maman, j'espérais que nous pourrions finaliser cela ce soir. Amanda doit confirmer son inscription d'ici lundi. Ce n'est pas possible sans un examen approprié, ai-je répondu. Les versements de la fiducie nécessitent une diligence raisonnable. Toujours à cheval sur les règles, a dit maman, une pointe de l'ancienne amertume s'infiltrant dans sa voix. Ton grand-père serait fier. Oui, ai-je convenu, en la regardant droit dans les yeux. Je crois qu'il le serait. La façade agréable s'effritait rapidement maintenant. L'agitation nerveuse d'Amanda augmentait, et le sourire de maman se raidissait. Nous approchions du point de rupture, le moment où la comédie laisserait place à la réalité. Mon téléphone a de nouveau sonné, et cette fois l'identification de l'appelant affichait le service de lutte contre la fraude de la banque où les comptes leur étaient détenus. Nous avons toutes les trois fixé le téléphone alors qu'il vibrait avec insistance sur la table. Tu ne vas pas répondre, a demandé maman, la voix tendue. Je pense que je sais déjà de quoi il s'agit, ai-je répondu doucement. Pas vous? La pièce est devenue complètement silencieuse. Le seul son provenait du tic-tac de l'horloge de grand-père dans le coin, un cadeau de mariage à mes parents il y a des décennies. J'ai pris mon téléphone, et refusé l'appel et l'ai posé délibérément sur la table. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé maman, sa voix à peine plus qu'un murmure. Ça veut dire, ai-je dit calmement, que je sais ce que vous et Amanda avez préparé. Je sais pour les fausses signatures, les tentatives d'accès à mes comptes, et vos plans pour les fonds de la fiducie. Je sais tout. Le visage d'Amanda est devenu pâle, mais elle a tenté de maintenir la comédie. Clara, tu ne dis rien qui ait du sens. Est-ce que tu te sens bien? Je vais parfaitement bien, ai-je répondu. En fait, j'ai les idées plus claires que je ne les ai eues depuis des mois. Depuis que grand-père a laissé la fiducie sous mon contrôle, vous deux avez comploté pour contourner ses volontés. C'est ridicule, a interjeté maman, mais sa voix manquait de conviction. Vraiment? J'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti un dossier. Alors laissez-moi vous poser des questions sur ça. J'ai étalé des copies imprimées des courriels entre maman et son avocat discutant des moyens de contester le testament, des photos de ma caméra de sécurité montrant Amanda fouillant mon bureau, et des notifications bancaires de tentatives d'accès à mes comptes. Toutes avec leurs informations d'identification clairement visibles. Tu nous as espionnés, a halté Amanda, un choc authentique dans sa voix. Je me suis protégé, les jeux corrigés, exactement comme grand-père m'avait prévenu que je pourrais avoir à le faire. La façade de maman s'est fissurée en premier. Ses épaules se sont affaissées, et son expression s'est durcie en quelque chose de froid et d'inconnu. Il n'avait pas le droit de tout te laisser. Nous sommes aussi sa famille. Il ne m'a pas tout laissé, ai-je souligné. Il vous a laissé 20% à toutes les deux. Un montant significatif à tous points de vue. Avec toi contrôlant les cordons de la bourse, a dit maman en frappant la table de sa main, faisant cliqueter la porcelaine, nous distribuant des allocations comme si nous étions des enfants. C'étaient ses conditions, pas les miennes. J'ai même offert des conditions de versement plus généreuses que celles qu'il avait spécifiées. Nous méritons mieux que des miettes de ta table, a craché Amanda, sa nervosité précédente transformée en colère. Tu as toujours été l'enfant modèle, la parfaite Clara, qui ne pouvait rien faire de mal alors que je n'étais jamais assez bien pour lui. Il ne s'agit pas de favoritisme d'enfance, ai-je dit fermement. Il s'agit de confiance et de responsabilité. Et ce que vous avez tenté de faire n'est pas seulement moralement répréhensible. C'est illégal. Mon téléphone a de nouveau sonné, affichant cette fois le numéro de Jessica. J'ai répondu et l'ai mis sur haut-parleur. Clara, la banque a confirmé plusieurs tentatives d'accès non autorisées, la voix professionnelle de Jessica a rempli la salle à manger. Ils ont des enregistrements de quelqu'un prétendant être toi, utilisant ton numéro de sécurité sociale et d'autres informations d'identification. Je leur ai conseillé de procéder au dépôt d'un rapport de fraude officiel. Es-tu en sécurité? Maman et Amanda ont regardé le téléphone dans un silence horrifié. Je suis en sécurité, ai-je répondu. Je suis avec maman et Amanda en ce moment. Elles peuvent entendre. Une brève pause. Je vois. Dans ce cas, elles devraient savoir que la tentative de fraude par virement bancaire et l'usurpation d'identité sont des délits fédéraux. Les preuves que nous avons recueillies sont substantielles. Merci, Jessica. Je te rappelle bientôt. J'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé les membres de ma famille,
qui semblait maintenant plus petit d'une certaine manière, leur colère se dégonflant en peur. « Vas-tu nous faire arrêter ?» a demandé Amanda, les larmes montant à ses yeux. « Cela dépend de ce qui se passera ensuite », ai-je répondu. Maman a semblé retrouver une partie de son sang-froid. « Tu n'oserais pas. Nous sommes de la même famille. » « La famille ne vole pas la famille », ai-je rétorqué. « La famille ne falsifie pas de signature ni ne tente de vider des comptes. » Qu'est-ce que vous pensiez qu'il se passerait exactement? Que je ne remarquerais pas que des centaines de milliers de dollars disparaissent. Nous avions un plan, a dit Amanda sur la défensive. Nous l'aurions remboursé à un moment donné. Avec quel argent, ai-je demandé, incrédule. Ton programme d'affaires qui n'existe pas? La boutique que tu as soudainement voulu ouvrir? Ce n'était que des couvertures pour prendre l'argent. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que de lutter tout en regardant ta sœur assise sur des millions, a dit maman amèrement. Vivant dans ton appartement chic avec ta carrière réussie, jouant les gardiennes de ce qui aurait dû être partagé équitablement. J'ai travaillé pour ma carrière, lui ai-je rappelé, et je ne vous ai jamais refusé de demande raisonnable de la fiducie. Mais laissez-moi deviner, vous ne vouliez pas du raisonnable. Vous vouliez tout. Amanda s'est alors effondrée, sanglotant dans ses mains. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Nous avions juste besoin d'assez pour rembourser l'hypothèque de maman et mes prêts étudiants, peut-être avoir un petit reste pour investir. Le virement que vous avez tenté était de 1,2 million de dollars, ai-je déclaré sèchement. C'est beaucoup plus qu'une hypothèque et des prêts étudiants. L'expression de maman est passée de défensive à calculatrice. Et maintenant, alors? Tu nous as surprises. Vas-tu appeler la police? Faire arrêter ta propre mère et ta propre sœur? Qu'est-ce que ton père penserait de ça? C'était un coup bas, d'invoquer papa, mais je l'avais anticipé. Papa aurait le cœur brisé de voir ce que sa femme et sa fille étaient prêtes à faire. Mais il ne s'agit pas de ce que papa penserait ou même de ce que grand-père avait l'intention de faire. Il s'agit de choix et de conséquences. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, ayant besoin d'un moment pour rassembler mes pensées. Quand je me suis retourné pour leur faire face, ma décision était prise. Voici ce qui va se passer, ai-je dit fermement. Premièrement, vous devez savoir que les comptes auxquels vous avez essayé d'accéder étaient des leurs. Ils contiennent chacun exactement $1. Les actifs réels de la fiducie sont sécurisés et intouchables par les méthodes que vous tentiez d'utiliser. Leurs expressions de choc auraient été presque comiques dans d'autres circonstances. Deuxièmement, je n'ai pas encore décidé si je vais porter plainte. Cela dépendra de vos actions à l'avenir. Que veux-tu? A demandé maman d'un air las. Je veux une réinitialisation complète de notre dynamique familiale. Plus de mensonges, plus de manipulations, plus de sentiments de droit à de l'argent que vous n'avez pas gagné. Si vous voulez reconstruire une quelconque relation avec moi, cela commence par accepter que la fiducie sera gérée exactement comme grand-père l'avait prévu, sans aucune autre tentative de contourner ses volontés. Et si nous sommes d'accord, a demandé Amanda doucement. Alors je travaillerai avec Jessica pour créer un accord juridiquement contraignant qui vous fournira à toutes les deux des versements justes et structurés, mais avec des conditions strictes. Toute nouvelle tentative d'accéder à des fonds de manière inappropriée entraînera une action en justice immédiate et un gel complet de tous les versements. Tu nous contrôles toujours, a protesté maman, mais avec moins de conviction qu'auparavant. Je vous offre une seconde chance que vous ne méritez pas, l'ai-je corrigé. Une qui vous évite à toutes les deux la prison et préserve le peu qui reste de cette famille. À prendre ou à laisser. Le silence qui a suivi était profond. Amanda a regardé maman, attendant sa décision, toujours la fille dépendante malgré ses presque 30 ans. Finalement, maman a hoché la tête avec raideur. Nous ne semblons pas avoir beaucoup de choix. Vous avez toujours des choix, ai-je répondu. Vous avez choisi de trahir ma confiance. Maintenant, vous pouvez choisir d'accepter les conséquences et d'aller de l'avant, ou de faire face à des résultats bien pires. Alors que je rassemblais mes affaires pour partir, Amanda a fait une dernière tentative pour sauver sa fierté. Tu penses avoir gagné, mais tu seras seul avec ton argent. C'est ce que tu veux. Je me suis arrêté à la porte, ressentant un mélange complexe de tristesse, de résolution et, étonnamment, de soulagement. Ce que je voulais, c'était une famille en qui je pouvais avoir confiance. Ce que j'ai eu, c'est une leçon précieuse sur qui sont vraiment les gens quand l'argent est en jeu. Je m'en sortirai de toute façon. Alors que je me dirigeais vers ma voiture,
mon téléphone a sonné avec une autre alerte bancaire. Malgré notre conversation, quelqu'un faisait encore une autre tentative pour accéder à l'un des comptes leurs. Certaines leçons, semblait-il, étaient plus difficiles à apprendre que d'autres. J'ai appelé Jessica depuis la voiture. Nous devons procéder aux mesures légales dont nous avons discuté, lui ai-je dit. Elles ne vont pas s'arrêter. Je m'en occupe déjà, m'a-t-elle assuré. Le service de lutte contre la fraude a tout ce dont il a besoin. La question maintenant est de savoir si tu veux porter plainte. J'ai pensé à maman et Amanda assises dans cette salle à manger, entourées des restes de notre faux dîner de famille, complotant encore même après avoir été démasqués. Commençons par une ordonnance restrictive et une mise en demeure formelle, ai-je décidé. Des poursuites pénales restent une option si elles continuent. Alors que je rentrais chez moi, un étrange sentiment de paix a commencé à s'installer en moi. Le pire était arrivé. La trahison que j'avais crainte s'était produite. Et pourtant, j'avais survécu. Plus que survécu, j'avais triomphé en étant préparé et lucide sur la situation. Mon téléphone a sonné une fois de plus. L'identification de l'appelant affichait maman mobile. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Les semaines qui ont suivi la confrontation ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Bien que j'ai anticipé et préparé la trahison de ma famille, la réalité m'a laissé une blessure qui semblait impossible à guérir. J'alternais entre une colère juste, une profonde tristesse et des moments de doute où je me demandais si j'avais fait ce qu'il fallait. Jessica a agi rapidement pour mettre en œuvre des protections juridiques. Nous avons obtenu une ordonnance restrictive temporaire empêchant maman et Amanda de tenter tout nouvel accès au compte de la fiducie. Nous avons également déposé des plaintes formelles auprès des institutions financières concernées, documentant les tentatives de fraude dans les moindres détails. « Veux-tu engager des poursuites pénales ?» m'a demandé Jessica lors d'une de nos réunions. Les preuves sont substantielles. Elles risqueraient probablement de lourdes peines. J'y ai réfléchi attentivement, imaginant ma mère et ma sœur au tribunal, peut-être même en prison. Malgré tout, je ne pouvais pas me résoudre à franchir cette dernière étape. Non, ai-je décidé. L'ordonnance restrictive et les restrictions financières sont une punition suffisante pour l'instant, mais qu'il soit clair que s'il y a d'autres tentatives, des poursuites pénales seront engagées immédiatement. Fidèles à elles-mêmes, maman et Amanda ont d'abord tenté de minimiser leurs actions et de rejeter la faute sur moi. Maman a laissé des messages vocaux larmoyants affirmant qu'elles avaient seulement essayé d'emprunter l'argent temporairement. Amanda a envoyé de longs textos expliquant comment elle s'était sentie exclue et désespérée. Je n'ai répondu à aucune de ces communications. Au lieu de cela, j'ai canalisé mon énergie dans la restructuration de ma vie et la guérison de la trahison. La première étape a été de sécuriser ma maison. J'ai changé toutes les serrures, installé un système de sécurité complet et déplacé les documents importants dans un coffre-fort. La sécurité physique était relativement simple, mais la sécurité émotionnelle s'est avérée plus difficile. J'ai commencé à voir le docteur Harper 2 fois par semaine, travaillant sur les émotions complexes que la situation avait déclenchées. Lors d'une séance particulièrement difficile, je me suis complètement effondré. Je n'arrête pas de ressasser ça dans ma tête, ai-je sangloté. Avait-il des signes que j'ai manqués il y a des années? Aurais-je pu empêcher cela d'une manière ou d'une autre? Grand-père avait-il raison à leur sujet depuis le début, et j'étais juste trop aveugle pour le voir? Les dynamiques familiales sont rarement simples, a répondu doucement le docteur Harper. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas ce que vous avez pu manquer, mais comment vous avancez tout en prenant soin de vous. Aller de l'avant signifiait établir des limites claires. Par l'intermédiaire de Jessica, j'ai communiqué mes conditions à maman et Amanda. Je continuerai à administrer la fiducie selon les souhaits de grand-père, avec des versements réguliers et modestes pour couvrir leurs besoins de base. Toute demande de fonds supplémentaires nécessiterait des demandes formelles avec une justification documentée. Plus important encore, il n'y aurait aucun contact personnel jusqu'à ce que je me sente prête, si jamais cela arrivait. Amanda a été la première à accepter ces conditions, reconnaissant peut-être qu'elle avait peu d'alternatives. Maman a résisté plus longtemps, tentant de rallier d'autres membres de la famille à sa cause, mais a finalement réalisé que sa position était intenable. Les preuves de leur fraude planifiée étaient irréfutables. 3 mois après la confrontation, j'ai reçu une lettre inattendue d'Amanda. Contrairement à ses communications précédentes, celle-ci ne contenait ni excuse ni accusation, juste une simple reconnaissance. Je sais que les mots ne peuvent pas défaire ce qui s'est passé, mais je dois dire que je suis désolé. Ce que nous avons fait était mal.
Je n'attends pas de pardon, mais je voulais que tu saches que je comprends maintenant pourquoi tu as fait ce que tu as fait. S'il y a un jour un moyen de reconstruire une sorte de relation, j'aimerais essayer. Je n'ai pas répondu immédiatement, incertaine si cela représentait un remords sincère ou une autre manipulation. Le temps le dirait. Pendant ce temps, je me suis concentré sur la reconstruction de mon réseau de soutien au-delà de la famille. Michael avait été inébranlable tout au long de l'épreuve, offrant une aide pratique et un soutien émotionnel sans jugement. J'ai repris contact avec des amis d'université que j'avais négligés, prises dans les drames familiaux. J'ai rejoint un groupe de soutien pour les victimes d'abus financiers, trouvant du réconfort dans les expériences partagées et les stratégies de rétablissement. 6 mois après la confrontation, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. J'ai créé une fondation au nom de Grand-Père, dédiée à l'éducation financière et au soutien des victimes de fraude. L'ironie ne m'a pas échappé, utiliser la fiducie même qui avait causé tant de conflits pour aider les autres à éviter des situations similaires. Travailler sur la fondation est devenu une forme de thérapie. Chaque fois que j'aidais quelqu'un à comprendre la sécurité financière ou que je le soutenais après une trahison, je sentais une petite partie de ma propre blessure commencer à guérir. Progressivement, j'en suis venu à comprendre que ce qui s'était passé n'était pas le reflet de ma valeur ou de mon jugement, mais des propres problèmes de ma mère et de ma sœur avec l'argent, le sentiment de droit et peut-être même la jalousie. Leurs actions en disaient plus sur elles que sur moi. 1 an après ce dîner fatidique, j'ai reçu un appel de Thomas, l'avocat de la famille. Votre mère m'a demandé de vous contacter, a-t-il expliqué. Elle suit des conseils financiers et une thérapie. Elle aimerait vous rencontrer, en ma présence en tant que partie neutre, pour discuter d'une éventuelle réconciliation. J'ai examiné la demande attentivement. Mon premier instinct a été de refuser, de me protéger de toute blessure supplémentaire. Mais le docteur Harper m'avait encouragé à rester ouverte à la possibilité de guérison, même si une restauration complète de la confiance pourrait ne jamais être possible. Je vais y réfléchir, ai-je dit à Thomas. Sans promesse. 2 semaines plus tard, j'étais assise en face de ma mère dans le bureau de Thomas, toutes deux tendues et incertaines. La conversation était maladroite, douloureuse par moments, mais aussi révélatrice. Pour la première fois peut-être, maman a parlé honnêtement de son ressentiment envers le contrôle de grand-père, de ses insécurités financières après la mort de papa, et de la façon dont ses sentiments avaient déformé sa perspective et son jugement. Je ne te demande pas d'oublier ce qui s'est passé, a-t-elle dit vers la fin de notre rencontre. Je te demande juste une chance de te montrer que je peux changer, que je veux être meilleur. La confiance se mérite, ai-je répondu. Cela prendra du temps, si jamais cela arrive. Elle a hoché la tête, acceptant cette réalité d'une manière que l'ancienne maman n'aurait jamais fait. Quant à Amanda, notre réconciliation a suivi un chemin différent. Elle s'est inscrite à de véritables cours de conseil financier et a finalement obtenu un poste de débutante dans une caisse de crédit locale. Notre communication est restée principalement par courriel, prudente mais se réchauffant progressivement. Je ne sais pas si notre famille guérira un jour complètement. Certaines trahisons sont trop profondes pour être entièrement réparées. Mais j'ai appris que le pardon ne consiste pas à effacer le passé. Il s'agit de se libérer de son emprise sur votre avenir. J'ai pardonné à maman et Amanda non pas pour leur bien, mais pour ma propre tranquillité d'esprit. La fiducie reste sous ma gestion, comme grand-père l'avait prévu. Mais je ne la vois plus comme un fardeau ou une source de conflit. C'est plutôt une responsabilité et une opportunité, à la fois pour fournir un soutien approprié à ma famille et pour faire un bien significatif à travers la fondation. La leçon la plus profonde que j'ai apprise est que la véritable sécurité ne vient pas de l'argent ou des documents juridiques, mais de la connaissance de soi, de limites claires et du courage de les faire respecter. Aucun fonds en fiducie ne peut vous protéger si vous ne pouvez pas vous protéger vous-même. J'ai aussi découvert que la famille ne se limite pas aux liens du sang. Il s'agit de ceux qui vous soutiennent lorsque vous êtes mis à l'épreuve, qui vous disent la vérité même quand c'est difficile à entendre, et qui respectent vos limites même quand ils ne les comprennent pas. Aujourd'hui, en repensant à ce dîner de famille où tout a éclaté, je ressens une gratitude inattendue. Cette expérience douloureuse m'a forcé à grandir, à établir des relations plus saines et à découvrir en moi une force que je n'aurais peut-être jamais connue autrement. Si vous faites face à une trahison de la part de ceux en qui vous pensiez pouvoir avoir confiance, sachez ceci, la douleur est réelle, mais ce n'est pas la fin de votre histoire. Il est possible de reconstruire, de trouver la paix et même de prospérer après que la confiance a été rompue. Parfois, le mot le plus puissant de votre vocabulaire est simplement « non », suivi du courage de le faire respecter. Et vous ?
Avez-vous déjà eu à établir des limites avec des membres de votre famille au sujet de l'argent ou d'autres questions? Comment avez-vous géré la situation? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle sur la navigation dans des dynamiques familiales compliquées. Rappelez-vous que quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés, vous n'êtes pas seul, et il y a toujours un chemin à suivre. Merci d'avoir écouté mon histoire, et je vous souhaite force et clarté dans toutes vos relations.